Selon Ibrahim Traoré, un simple appel téléphonique de 47 minutes, reçu à 3h17 du matin depuis le Kremlin, a révélé davantage sur l'avenir du continent africain que 60 années de sommets diplomatiques répétés sans résultat concret. Le contraste est saisissant. D'un côté, la Russie, puissance nucléaire habituée à dicter ses conditions stratégiques au capital occidental et à imposer son rythme dans chaque négociation, se voyait contrainte d'appeler un chef d'État africain de 35 ans au milieu de la nuit, avec une voix marquée par une inquiétude inhabituelle. De l'autre, un pays enclavé comme le Burkina Faso, longtemps considéré comme périphérique par les grandes puissances, se retrouvait au centre d'une conversation où même Vladimir Poutine devait écouter attentivement chaque mot. Ce basculement soudain conduit à une interrogation implacable. Comment l'alliance souveraine, menée depuis Ouagadougou, sans dépendre ni de Moscou ni de Paris, a-t-elle pu déstabiliser les certitudes les plus ancrées du maître du jeu géopolitique russe, jusqu'à ébranler les fondements même de sa stratégie africaine vieille de 20 ans? La conséquence immédiate, martèle Traoré dans ses analyses, est que ce qui s'est joué en quelques dizaines de minutes pourrait transformer non seulement l'équilibre régional, mais aussi la manière dont le monde perçoit la valeur du pouvoir. Et cette révélation initiale n'est qu'un avant-goût de ce qui attend chaque auditeur dans les prochains instants. Selon Ibrahim Traoré, ce qui s'est joué au cours de cet appel nocturne dépasse le cadre d'une conversation bilatérale. C'est un révélateur brutal d'une mutation de pouvoir qui oblige chaque acteur mondial à reconsidérer la manière dont il perçoit l'Afrique et ses choix souverains. Dans l'espace de quelques semaines, explique-t-il, une région que beaucoup jugeaient instable et dépendante a démontré qu'elle pouvait simultanément expulser des bases étrangères, bâtir une alliance de défense régionale, relancer la transformation de ses ressources naturelles et attirer des partenaires venus non pas imposer leurs conditions, mais partager leur expertise, ouvrant la voie à un bénéfice concret et immédiat. La possibilité pour des millions de familles de conserver sur place la valeur ajoutée qui, hier encore, s'échappait vers des raffineries étrangères. Ce n'est pas seulement un gain économique chiffrable en milliards de dollars, c'est aussi un signal psychologique décisif. Si un pays enclavé comme le Burkina Faso peut rompre le cycle de dépendance, alors chaque État africain peut se demander pourquoi il continuerait à céder ses marges à l'extérieur au lieu de bâtir sa propre souveraineté. Et cette interrogation devient un catalyseur que les chancelleries étrangères ne peuvent ignorer. En plaçant le public au cœur de ce renversement, Traoré souligne que les enjeux immédiats ne concernent pas seulement les gouvernements ou les armées, mais aussi la vie quotidienne de ceux qui, dès demain, verront le prix du pain, du carburant ou du médicament dépendre moins de décisions prises à Paris, à Washington ou à Moscou, et plus des choix ancrés à Ouagadougou, d'où la nécessité de rester attentif à chaque détail de ce récit, car il cache une leçon qui pourrait bien reconfigurer vos propres certitudes. 47 minutes d'échange, rappelle Traoré, contre 20 années d'une stratégie russe patiemment construite en Afrique. L'écart numérique dit tout sur le choc que le Kremlin a subi. 3 pays africains agissant en 6 mois. Burkina Faso, Mali, Niger, contre 60 années de dépendance entretenues par des bases étrangères. La comparaison illustre la vitesse d'un basculement. Selon Ibrahim Traoré, cette disproportion révèle une que beaucoup d'analystes n'avaient pas anticipée. Lorsqu'une dynamique d'indépendance naît localement, elle peut réduire à néant en quelques semaines les équilibres géopolitiques que les grandes puissances pensaient verrouillés pour plusieurs décennies. C'est pourquoi les rapports confidentiels remis à Vladimir Poutine décrivaient une réalité paradoxale. Un pays enclavé, sans accès direct à la mer, parvenait à expulser les forces extérieures sans déclencher de vide sécuritaire et à organiser en parallèle un traitement local de son or qui laissait à Ouagadougou la différence colossale entre 60 $ par gramme vendu brut et 200 $ par gramme raffiné. Comment une telle opération a-t-elle été possible sans provoquer de chaos? Micro. Cette question simple hante encore les bureaux de Moscou. Les services russes, note Traoré, avaient imaginé que l'Afrique resterait piégée dans l'alternative classique, dépendre de l'Occident ou se tourner vers la Russie, recevoir des armes contre une loyauté politique, céder des ressources contre une protection militaire. Or, la révélation tient au fait que ce schéma a été brisé. L'alliance forgée par le Burkina Faso a choisi des partenaires afro-américains capables d'apporter technologie et savoir-faire sans exiger d'alignement stratégique, créant une brèche conceptuelle que Moscou n'avait pas anticipée. Là réside l'effet le plus saisissant.
Ce ne sont pas seulement les chiffres de la rente aurifère ou les dates des expulsions de base qui comptent, c'est la démonstration que l'Afrique peut écrire une partition indépendante et que cette musique, une fois entamée, entraîne tous les auditeurs, même ceux du Kremlin, à reconsidérer leurs propres certitudes. Micro 1. Si cette autonomie est possible ici, où sera-t-elle imitée demain? En décrivant cette scène, Traoré insiste sur la dimension immédiate. L'équilibre de pouvoir ne bascule pas dans une salle de conférence. Il bascule quand un président de 35 ans reçoit à 3 heures du matin l'appel d'un stratège redouté qui cherche, pour la première fois, à comprendre et non à imposer. Micro final. Quand l'élève supposé dicte sa leçon, le maître chancelle. Selon Ibrahim Traoré, comprendre l'eau de ce basculement exige d'observer comment les premiers choix concrets ont été perçus et amplifiés, non seulement à Ouagadougou, mais dans toutes les capitales régionales. Dès les expulsions coordonnées des bases étrangères, il s'est produit un effet de démonstration immédiat. La population locale, longtemps habituée à voir des uniformes venus d'ailleurs contrôler les points stratégiques, a découvert que des soldats burkinabés pouvaient assurer la sécurité sans effondrement ni vide de commandement. Et ce simple fait a changé la psychologie collective plus vite que n'importe quel discours officiel, car il montrait que l'indépendance n'était pas un slogan, mais une pratique tangible vécue dès le lendemain. Ce succès opérationnel s'est doublé d'un deuxième signal, tout aussi déterminant. La décision d'installer des unités de traitement de l'or sur le territoire national, plutôt que d'expédier la ressource brute, a produit un changement visible dans les chiffres budgétaires et dans les conversations de marché. Les familles savaient désormais que la différence de 140 $ par gramme ne disparaissait plus à l'étranger, mais nourrissait directement les caisses locales, renforçant l'idée que l'économie pouvait être réorientée par un acte souverain unique. Micro. Quand un gramme reste au pays, c'est une certitude mondiale qui s'effrite. En observant cette séquence, Traoré insiste sur la dynamique humaine qui a suivi. Les enseignants, les médecins et les ingénieurs, souvent découragés par des décennies de fuite des cerveaux, ont commencé à considérer que leur avenir pouvait s'écrire à Ouagadougou, au lieu de chercher un poste précaire à Paris ou à Moscou. Cette inversion de perspective a pesé davantage que des accords diplomatiques, car elle s'est traduite dans des choix quotidiens, dans des inscriptions universitaires, dans des projets entrepreneuriaux. La Russie, habituée à voir les élites africaines se former chez elle, aperçut avec inquiétude que des étudiants préféraient soudain des programmes bâtis localement avec des experts afro-américains, plus adaptés aux conditions régionales que les modèles importés. L'ELL, conclut Traoré, n'est donc pas seulement mesurable en pourcentage de croissance ou en statistiques d'exportation. Il est palpable dans la manière dont une société entière se met à croire à ses propres capacités, et cette croyance devient un facteur stratégique que ni Moscou ni Washington n'avaient inscrit dans leurs équations. Micro final. Quand la confiance circule plus vite que les armes, l'équilibre bascule. Avant que l'Alliance ne prenne forme, explique-t-il, l'Afrique de l'Ouest vivait sous la présence quasi permanente de forces étrangères, dont la légitimité semblait acquise. Après l'annonce coordonnée de l'expulsion des bases en 6 mois, l'équilibre s'est inversé, et ce renversement a marqué une ligne de fracture que même le Kremlin n'avait pas anticipée. Selon Ibrahim Traoré, chaque jalon de cette chronologie compte comme une preuve irréfutable que l'indépendance pouvait se construire sans générer de chaos sécuritaire. Le premier moment clé remonte à l'expulsion simultanée des contingents étrangers du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Jamais depuis 60 ans, 3 États n'avaient agi de concert pour fermer des garnisons occidentales, et la comparaison avec des décennies de dépendance militaire illustre l'ampleur de ce basculement. Micro. Quand 3 armées africaines agissent ensemble, qu'est-ce qui peut encore les diviser? Quelques semaines plus tard, survient l'annonce du traitement local de l'or burkinabé. Jusque-là, le métal quittait le territoire à 60 $ le gramme et revenait sous forme raffinée à 200 $, siphonnant 140 $ de valeur à chaque unité. En décidant de capter cette marge, Ouagadougou a envoyé un choc économique que les analystes russes ont immédiatement consigné dans leur rapport, soulignant que ce simple calcul inversait des décennies de flux financiers. La troisième étape, sans doute la plus déconcertante pour Moscou, fut le choix des partenaires. Au lieu de solliciter l'appui technologique de Pékin ou de Moscou, Traoré a tourné son regard vers des ingénieurs et investisseurs afro-américains, capables d'apporter des solutions adaptées au contexte africain sans imposer de tutelle géopolitique. Micro. Quand la diaspora apporte des réseaux, les empires perdent leur levier. Chaque rapport transmis au Kremlin décrivait un paradoxe croissant.
Comment un pays enclavé, sans ressources maritimes, pouvait-il bâtir des télécommunications plus sûres que les systèmes russes grâce à l'expertise d'un ingénieur comme Marcus Johnson? Comment un expert en énergie renouvelable comme Quessa Williams pouvait-il contribuer à une indépendance énergétique que même certaines régions russes n'avaient pas atteinte? Les analystes russes y voyaient une remise en cause de leur propre supériorité technologique, et cette comparaison fragilisait la confiance que Moscou avait dans sa stratégie d'influence. La cinquième étape fut déclenchée par le domaine médical, lorsque le chirurgien Michael Thompson a aidé à mettre en place des programmes de formation capables d'attirer des étudiants africains qui, hier encore, partaient étudier à Moscou. Les services de renseignement russes ont conclu que l'attractivité basculait. Micro. Quand la jeunesse change de destination, c'est l'avenir qui se redessine. 3 jours avant l'appel nocturne, un rapport atterrit sur le bureau de Poutine avec une phrase qui résumait tout. Si l'alliance afro-américaine réussissait, la Russie perdrait l'Afrique sans qu'un seul coup de feu soit tiré. C'est ce constat brutal qui déclencha la décision d'appeler à 3h17 du matin, signe d'un déséquilibre stratégique que même 20 ans de préparation ne pouvaient amortir. Selon Traoré, la valeur de ces jalons ne tient pas seulement à leur séquence, mais à la vitesse avec laquelle ils ont enchaîné. En moins de 200 jours, l'Afrique montrait qu'elle pouvait renverser des logiques de dépendance enracinées depuis 2 générations. Micro final, quand 2 siècles de certitude vacillent en 6 mois, qui peut rester indifférent? La ligne de base était claire, 60 $ par gramme d'or vendu brut. La nouvelle réalité était éclatante, 200 $ par gramme raffiné localement, soit 140 $ de différence conservée sur place. Selon Ibrahim Traoré, cette simple variation illustre le principe fondamental. Lorsqu'un pays africain capte la valeur ajoutée de ses ressources, il ne s'agit pas d'un gain marginal, mais d'une révolution budgétaire mesurable. Première donnée. 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger, ont agi ensemble en moins de 200 jours pour fermer des bases étrangères. Explication: une coordination aussi rapide prouve qu'une autonomie sécuritaire peut se construire sans provoquer de vide de commandement. Deuxième donnée, 47 minutes d'échange direct entre un président africain et Vladimir Poutine. Explication: un tel laps de temps témoigne de l'importance accordée par Moscou à ce nouvel acteur. Troisième donnée, 18 mois d'indépendance effective contre 20 ans d'influence russe en Afrique. Explication: la comparaison souligne qu'un calendrier court peut produire plus de résultats que 2 décennies. Quatrième donnée, 140 $ de marge par gramme d'or conservé localement. Explication: cette somme multipliée par des tonnes transforme immédiatement le budget national. Cinquième donnée, 37 secondes de silence dans la voix de Poutine après la réponse de Traoré. Explication: ce chiffre signale la profondeur du choc ressenti par un stratège aguerri. Sixième donnée, 30 pays africains prévus dans l'expansion de l'Alliance avec la diaspora. Explication: une telle projection inscrit la dynamique dans une perspective continentale plutôt que nationale. Micro. Quand une marge devient un moteur, combien de fronts peuvent-on s'ouvrir? Septième donnée, 1,6 trillion de puissance économique portée par 50 millions d'Afro-Américains. Explication: cette masse financière reconnectée à 1,3 milliard d'Africains constitue une base de négociation inédite. Micro. Que vaut une armée quand les chiffres eux-mêmes changent d'alignement? L'addition de ces repères, insiste Traoré, révèle une évidence. Ce qui pouvait paraître un discours idéologique se mesure désormais dans les bilans comptables, dans les flux d'étudiants et dans les statistiques de sécurité, et la conclusion est sans appel. Les chiffres prouvent que l'Afrique n'imite plus, elle invente. Selon Ibrahim Traoré, il serait trop facile de croire que l'émergence d'un modèle africain indépendant se heurte à aucune objection. Au contraire, les arguments les plus solides viennent précisément de ceux qui estiment que l'histoire et la géographie condamnent l'Afrique à rester dépendante. Les critiques soulignent que la faiblesse des infrastructures, l'instabilité institutionnelle et la pression démographique constituent des obstacles que même des puissances établies ont du mal à surmonter. Et ils rappellent que chaque expérience passée d'autonomie économique s'est souvent terminée par un retour aux mécanismes de dépendance, qu'il s'agisse de prêts internationaux, de sécurité importée ou de technologies achetées à prix fort. Cette objection, relève Traoré, mérite d'être entendue car elle s'appuie sur des données réelles. Les lignes électriques qui s'interrompent avant d'atteindre les campagnes, les écoles qui manquent de manuels, les hôpitaux qui peinent à recruter du personnel spécialisé. Autant de faiblesses qui pourraient fragiliser la crédibilité du modèle présenté comme révolutionnaire.
Les sceptiques ajoutent que les grandes puissances, dotées de décennies d'expérience en influence et de réseaux financiers tentaculaires, ne resteront pas inactives devant un changement qui menace leurs intérêts, et qu'à la première crise, climatique, alimentaire ou militaire, la tentation de revenir chercher une protection extérieure pourrait réapparaître, réduisant l'expérience actuelle à une parenthèse historique. Pourtant, affirme Traoré, la valeur de l'argument n'est pas de dissuader l'action, mais de rappeler les risques à surmonter. Reconnaître les contraintes réelles ne diminue pas la portée du projet, mais renforce la vigilance face aux manœuvres de ceux qui comptent sur les faiblesses africaines pour maintenir leur ascendant. Micro final. Si la dépendance est une prophétie, qui osera la démentir? Tout bascule en un instant. Selon Ibrahim Traoré, le point médian de ce récit n'est pas une statistique isolée, mais la prise de conscience qu'en moins de 2 ans, un continent qu'on disait condamné à l'assistance démontre qu'il peut inverser des flux économiques, sécuritaires et symboliques vieux de plusieurs décennies. Ce constat devient le miroir du choc ressenti à Moscou. Un pouvoir habitué à calculer en décennies découvre qu'un calendrier de 18 mois suffit pour rendre obsolète 20 ans de stratégie. Et ce raccourci temporel force à poser la question qui dérange. Si l'Afrique brise ses chaînes en 18 mois, combien de temps faudra-t-il à d'autres régions pour suivre? L'effet de ce, souligne Traoré, ne réside pas dans un discours théorique, mais dans une réalité vécue. Les bases étrangères sont parties, l'or reste sur place. Les étudiants s'inscrivent à des programmes africains et chaque indicateur montre que l'histoire avance plus vite que les prévisions, ce qui conduit à un avertissement implicite adressé à chaque auditeur. Quand les événements accélèrent, saurez-vous suivre le rythme? Selon Ibrahim Traoré, les de cette transformation ne se limitent pas à des bilans économiques. Elles redessinent en profondeur la trajectoire de 4 groupes, qui chacun à leur manière incarnent l'avenir du continent et la réaction du monde. Pour les populations africaines d'abord, l'effet est immédiat. Voir des garnisons étrangères quitter les bases et constater que la sécurité ne s'effondre pas change la perception intime du pouvoir. La confiance collective se renforce et cette énergie se traduit en projets éducatifs, agricoles et technologiques qui prolifèrent plus vite que prévu, au point que les familles commencent à envisager leur avenir sans dépendance extérieure. D'où la question cruciale, quand la confiance nourrit le quotidien, qui peut l'arrêter? Pour les élites locales ensuite, souvent accusées de duplicité entre discours souverains et pratiques de dépendance, l'épreuve de vérité est claire. Elles doivent choisir entre rejoindre un projet continental ou persister dans l'ancien système, et la pression de l'opinion publique, galvanisée par les succès visibles, rend de plus en plus coûteux le retour aux arrangements opaques. La conséquence est un assainissement progressif du jeu politique, où la légitimité se mesure moins à la proximité avec Paris, Moscou ou Washington qu'à la capacité de produire des résultats concrets pour les citoyens. Pour les puissances étrangères, la surprise est brutale. La Russie, la Chine, l'Union européenne et les États-Unis découvrent qu'un modèle fondé sur l'autonomie africaine et la coopération diasporique échappe à leurs instruments habituels de contrôle. Leurs rapports stratégiques admettent que la logique de la base militaire, du prêt conditionné ou du contrat d'extraction ne suffit plus et que la multiplication de réseaux techniques afro-américains peut réduire leur influence à néant, ce qui provoque une inquiétude palpable dans les chancelleries. Micro. Quand un modèle ne se laisse plus acheter, que reste-t-il? Pour la diaspora afro-américaine, enfin, l'impact est émotionnel et stratégique. Des ingénieurs, médecins et entrepreneurs redécouvrent l'Afrique comme un espace où leurs compétences ne sont pas marginalisées mais centrales. Et cette reconnaissance réciproque génère un flux croissant d'investissements, de programmes éducatifs et de coopération culturelle. La nouveauté est que ces partenariats ne sont pas perçus comme des aides extérieures, mais comme des retrouvailles familiales, ce qui change radicalement la nature de l'engagement et oblige même les observateurs sceptiques à admettre que la profondeur du lien dépasse les calculs financiers. Traoré insiste. La conséquence ultime de cette convergence est que l'Afrique n'apparaît plus comme un objet passif de la rivalité mondiale, mais comme un sujet actif capable de proposer un modèle que d'autres régions fragmentées pourraient imiter. Et la question finale résonne comme un défi adressé à chacun. Si la diaspora et le continent s'unissent vraiment, qui osera encore parler d'Afrique comme d'un acteur secondaire? Selon Ibrahim Traoré, l'horizon des 6 à 12 prochains mois peut se décliner en 3 distincts, chacun révélant un visage possible de l'avenir africain et des réactions mondiales. Le scénario optimiste repose sur l'expansion rapide de l'Alliance. Une trentaine de pays rejoignent l'initiative, les programmes éducatifs attirent des milliers d'étudiants sur le continent et les partenariats avec la diaspora produisent des infrastructures tangibles.
télécommunications renforcées, énergie renouvelable, centres médicaux de pointe, qui renforcent la confiance interne et déstabilisent davantage les certitudes des grandes puissances. Ce scénario conduit à une Afrique présentée non plus comme bénéficiaire d'aide, mais comme exportatrice de modèles. Et la conséquence immédiate serait une hausse spectaculaire du capital politique régional. Le scénario réaliste, plus nuancé, envisage une progression par étapes. Certains pays s'engagent résolument, tandis que d'autres hésitent, freinés par leurs élites ou leurs dépendances historiques. Les succès visibles au Burkina Faso et au Mali entraînent néanmoins une dynamique d'entraînement, et les partenaires afro-américains multiplient les initiatives ciblées. Dans ce cadre, l'Afrique de l'Ouest gagne en autonomie partielle, mais l'équilibre reste fragile, exposé à des manœuvres d'influence extérieure, et la trajectoire dépendra de la capacité à maintenir la cohérence régionale. Le scénario pessimiste repose sur une réaction vigoureuse des puissances étrangères. Pression diplomatique, sanctions économiques, opérations de déstabilisation indirecte. Certains gouvernements fragiles pourraient céder et réintroduire des bases militaires étrangères, brisant partiellement l'élan collectif. L'effet serait une division interne, où quelques États poursuivraient l'expérience souveraine, tandis que d'autres retomberaient dans l'ancien système de dépendance, ce qui redonnerait des marges d'action aux acteurs extérieurs, sans pour autant effacer totalement l'impact psychologique déjà installé. L'important, souligne Traoré, est que même dans l'hypothèse pessimiste, la graine a été semée. L'idée qu'un continent peut se relever par ses propres forces, soutenu par une diaspora mobilisée, ne peut plus être effacée des esprits, et cette permanence symbolique agit comme une réserve stratégique à long terme. Micro final. Si 3 existent, lequel choisirez-vous d'encourager? Selon Ibrahim Traoré, la première chose qui change n'est pas un graphique économique, mais la perception intime du quotidien. Quand les bases étrangères disparaissent et que la sécurité reste assurée par des soldats locaux, la population constate immédiatement que son destin n'est plus dicté par des uniformes venus d'ailleurs, et ce basculement psychologique précède toute statistique. Le deuxième changement touche directement le portefeuille. Au lieu de voir la valeur ajoutée de l'or filer vers des raffineries étrangères, les familles entendent que 140 $ par gramme restent au pays. Et cette information circule dans les marchés comme une rumeur tangible qui modifie les attentes, car chacun se dit que si cette ressource échappe désormais au circuit d'exploitation extérieur, d'autres produits stratégiques pourraient suivre, soulevant une interrogation décisive. Quand l'or cesse de fuir, qu'est-ce qui retiendra le coton ou l'uranium? Pour déterminer qui gagne en premier, Traoré insiste sur la jeunesse africaine. Étudiants, apprentis, jeunes entrepreneurs découvrent que des programmes éducatifs et technologiques bâtis localement attirent des partenaires étrangers, non pour imposer, mais pour coopérer, et ce renversement de regard fait des nouvelles générations les premières de bénéficiaires, car elles n'ont plus besoin d'émigrer pour accéder à des savoirs de pointe. Inversement, ceux qui perdent en premier sont les intermédiaires de l'ancien système. Élites corrompues, sociétés de sous-traitance dépendantes des bases étrangères, réseaux financiers qui prospèrent sur la fuite des ressources, car leur rente s'évapore dès lors que la souveraineté devient pratique et non slogan. Pour le spectateur, cette redistribution a un effet miroir. Elle montre que les gagnants sont ceux qui s'adaptent à un cadre nouveau où l'expertise et l'engagement remplacent l'allégeance à des puissances extérieures, et que les perdants sont ceux qui persistent à miser sur un ordre ancien déjà fissuré, ce qui pose une dernière question ouverte comme avertissement. Quand l'histoire redistribue les cartes, serez-vous du côté qui gagne ou du côté qui s'accroche? Selon Ibrahim Traoré, transformer une révélation en trajectoire durable exige une claire, composée de gestes simples mais stratégiques qui démontrent la cohérence du projet souverain. Première étape, consolider la sécurité régionale par des forces locales coordonnées. Effet attendu, chaque succès opérationnel prouve à la population que la protection ne dépend plus de garnisons étrangères et rend plus coûteuse toute tentative de déstabilisation externe. Deuxième étape, industrialiser progressivement les ressources naturelles en commençant par l'or. Effet, la valeur ajoutée reste au pays, nourrit le budget public et finance l'éducation, générant un cercle vertueux visible dans la vie quotidienne. Troisième étape, renforcer les partenariats avec la diaspora afro-américaine. Effet, la combinaison entre savoirs techniques avancés et compréhension culturelle du terrain crée des solutions adaptées que ni Moscou, ni Pékin, ni Washington ne peuvent répliquer facilement. Quatrième étape, investir massivement dans l'éducation et la santé locale. Effet, chaque étudiant inscrit et chaque patient soigné sur place devient une preuve que l'Afrique peut retenir ses talents et transformer ses faiblesses en forces structurelles.
5e étape, diversifier les alliances régionales au-delà du Sahel. Effet, l'extension de ce modèle à d'autres pays crée une masse critique qui protège l'expérience initiale des pressions extérieures, car plus le cercle s'élargit, plus il devient difficile de l'isoler. Micro. Quand 5 pas suffisent à dessiner une route, qui peut l'effacer? 6e étape, codifier ses acquis dans des institutions africaines solides. Effet, inscrire ces principes dans des chartes, des lois et des pratiques collectives permet de dépasser la fragilité des leaders individuels et d'assurer que le projet survive aux alternances politiques, rendant l'expérience moins vulnérable au retournement de pouvoir. Micro final, une route écrite en loi résiste mieux qu'une route écrite en slogan. Selon Ibrahim Traoré, il faut revenir à l'image fondatrice, un appel nocturne de 47 minutes, reçu à 3h17 du matin, au cours duquel un stratège aguerri comme Vladimir Poutine a reconnu que quelque chose d'inédit surgissait du cœur de l'Afrique. Ce moment, rappelle-t-il, n'est pas seulement une anecdote diplomatique, mais un symbole durable. Un jeune président de 35 ans, représentant un pays enclavé, a réussi à obliger une puissance nucléaire à écouter plutôt qu'à dicter. Et cette inversion de posture marque l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle ère où la souveraineté cesse d'être un rêve abstrait pour devenir une pratique concrète. En réactivant cette scène dans la mémoire collective, Traoré invite chacun à comprendre que ce qui s'est produit cette nuit-là dépasse les frontières burkinabais et devient un signal pour tous les peuples qui cherchent à se libérer des tutelles imposées. Le n'est donc pas une répétition, mais une intensification. L'appel du Kremlin devient l'appel du futur, et ce futur demande une réponse immédiate, car chaque jour de retard nourrit ceux qui profitent de la division, tandis que chaque pas vers l'unité renforce une dynamique irréversible. C'est pourquoi il insiste sur le fait que la véritable révolution n'est pas seulement institutionnelle ou économique, elle est émotionnelle, car elle transforme la manière dont un peuple se regarde et dont le monde est forcé de le regarder, ce qui soulève une dernière conviction. L'histoire retiendra moins les promesses que la capacité de les incarner dans le quotidien. Le pouvoir change quand l'Afrique ose croire en elle. Selon Ibrahim Traoré, chaque avancée n'a de sens que si elle suscite un dialogue collectif, car la souveraineté ne se construit pas dans le silence, mais dans la participation active de chacun. Voilà pourquoi il pose une question simple et directe. Quelle place voyez-vous pour l'Afrique dans ce nouvel équilibre? Votre réponse compte, car chaque commentaire nourrit la réflexion commune. Chaque partage propage l'idée que l'unité est possible, et chaque abonnement garantit que vous ne manquerez pas les prochaines révélations sur l'avenir d'un continent en pleine transformation. Si cette histoire vous interpelle, laissez vos impressions, débattez, confrontez vos points de vue et contribuez à amplifier ce message qui, à l'image de l'appel nocturne, peut changer la manière dont le monde regarde l'Afrique.